BFM Business, Intégral Placement, le face-à-face. Aujourd'hui, entre Jean-Sébastien Bellé et Marc Riez. Bonjour, messieurs. Bonjour, Guillaume. Marc Riez, le directeur général de Vega IM, et Jean-Sébastien Bellé, associé fondateur de Trust Team Finance. Le CAC 40 cote, malgré le jour de l'ascension, on cote, comme chaque année. On gagne 0,38%. Tiens, 4340 points. Après la baisse du début de semaine, on perdait 2%, on récupère à peine 0,38. C'est poussif. Est-ce que les marchés, là, après le grand rebond des mois de février, mars, avril, est-ce que les marchés sont pas en train de se demander s'il ne faudrait pas repartir un peu à la baisse, là, quand même, plus durablement, Marc? C'est la question que les marchés se posent, effectivement, parce que je crois ils n'ont pas beaucoup de carburant nouveau aujourd'hui pour s'appuyer, pour monter. Il y a eu effectivement depuis mi-février le sentiment que le balancier était allé trop loin, que finalement les très grandes craintes que le marché avait en début d'année sur l'effondrement du pétrole, un hard landing de la Chine, avaient quand même été exagérées. Donc ça a permis un rebond, mais finalement, au-delà de ce rebond, on sent qu'il manque un peu de matière aujourd'hui. La BCE a fait visiblement tout ce qu'elle pouvait. Donc il n'y a plus tellement, finalement, d'intervention divine à attendre pour les marchés. Oui. Et voilà, donc... Alors il y a cette interrogation-là. Est-ce que les banques centrales sont allées au bout de ce qu'elles pouvaient? Question d'autant plus forte, puissante, légitime, que parallèlement, on voit que les devises repartent à la hausse. L'euro repart à la hausse face au dollar, le yen repart à la hausse face au dollar, et face à ça, la Banque du Japon a décidé de ne rien annoncer plus la semaine dernière, Ouais. ce qui peut en effet donner le sentiment qu'elles ne peuvent plus faire grand-chose face à ce qui se passe là, face à cette baisse du dollar. Le sentiment que ça donne, c'est qu'elle ne voudrait pas se livrer à une surenchère de guerre d'échange dont on comprend maintenant qu'elle serait un peu néfaste pour tout le monde, finalement. Et qui est finalement l'acteur aujourd'hui vers qui tous les regards se tournent? C'est à nouveau la Réserve fédérale, parce qu'on voit bien que c'est d'elle qu'on attend qu'elle bouge. Et je pense que les autres banques centrales, justement, si elles ne font rien, c'est parce qu'elles ne veulent pas empêtrer la Fed dans une action qui paraît déjà très très compliquée pour elle. C'est-à-dire que les banques centrales peuvent annoncer tout ce qu'elles veulent, c'est la Fed qui détient les clés, là, qui détient la solution sur les devises, sur un certain... Aujourd'hui, je crois que oui. Aujourd'hui, je crois que le Japon, l'Europe ont beaucoup injecté, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. On voit bien que finalement l'économie américaine n'a plus la formidable dynamique des années passées, donc la hausse du dollar est économiquement moins forte. Maintenant, voilà, la balle est dans le camp de Madame Yellen. Montrera-t-elle pas en juin? En juin ou en juillet, puisqu'on entend... Ou en juillet. Parler de juillet également. Jean-Sébastien, vous, comment vous l'interprétez, cette tergiversation du marché? Nous, on a une vision plus globale, on va dire. Il faut que les marchés s'habituent au fait que nous sommes entrés dans un monde sans croissance, durablement, parce que la croissance qui a été tirée par les pays émergents, par la Chine, était une autre époque. Aujourd'hui, les niveaux de dette, à la fois dans les pays et dans les acteurs privés, sont élevés. Et puis surtout, on change de monde. On quitte des entreprises qui avaient des stratégies produits, où finalement la politique des dernières années pour les entreprises, c'était de produire le plus possible, au prix le moins cher possible, pour inonder le marché en soutenant avec de la communication. La révolution industrielle très lourde que nous vivons en ce moment est en train de modifier les règles du jeu pour mettre le client vraiment au cœur des perspectives et de la stratégie de l'entreprise. Et donc aujourd'hui... Et ça fait baisser le marché, ça? Alors, le marché des entreprises, le business au quotidien est en train de migrer. On le voit avec une accélération ces derniers temps, avec l'arrivée de disrupteurs dont on parle souvent. Cette révolution est en train de s'installer. Et donc, elle provoque, si vous voulez, un espèce de ralentissement. Elle appuie sur le ralentissement de la croissance générale parce qu'il faut que les entreprises s'adaptent. Et pour les entreprises, s'adapter, ça veut dire changer de politique, changer de stratégie, essayer de se repositionner sur le client. Et donc, c'est long. C'est difficile, mais à terme, nous pensons que cette révolution industrielle va redonner un nouveau souffle de croissance. Alors quand on dit à terme, c'est entre 5 et 10 ans. Et en attendant, il faut que les marchés s'habituent à ce monde sans croissance. Alors au gré des nouvelles, à un moment, une banque centrale qui dit que la croissance est suffisamment bonne pour remonter ses taux, et puis tout le monde s'emballe. À un autre moment, un chiffre qui est un peu moins bon. Donc il faut s'habituer à cette volatilité des marchés, le temps que les marchés intègrent que la croissance est durablement faible jusqu'à ce que la révolution industrielle actuelle prenne de l'ampleur, et donc que les marchés se focalisent un peu plus sur les valeurs de croissance
On a déjà connu ça par le passé, dans les années 90 par exemple. Les valeurs de croissance avaient des différentiels de valorisation qui étaient très élevés par rapport aux autres valeurs, parce que justement on était dans un monde à faible croissance. Donc il faut un petit peu de temps pour le marché, d'autant plus qu'il y a quelques incertitudes. On parle du Brexit, des élections aux États-Unis qui nous réservent quand même des surprises, et puis des élections en Espagne qui arrivent en Europe. Bon, tout ça rajoute au climat actuel. Et au climat actuel et à ces doutes des marchés financiers. On va parler des transformations en cours dans le monde des entreprises, sur les marchés du travail de pas mal de pays. Et vous allez nous dire l'un et l'autre ce que ça vous inspire pour l'allocation, les arbitrages, les valeurs qu'il faut privilégier en bourse. Juste avant, vous me tendiez la perche là sur le risque politique. C'est vrai que le mois de juin va être un mois glissant pour les marchés. Le référendum sur le Brexit le 23 juin. Quelques jours plus tard à peine, les législatives en Espagne, nouvelles législatives. Bon, l'Europe qui continue de poser question, et du coup l'Europe qui risque de souffrir en bourse, de sous-performer par rapport à Wall Street durablement, d'après vous, Marc? Alors, je pense qu'aujourd'hui la valorisation du risque politique n'est pas neutre. On l'a vu la semaine dernière, on a eu 4,8 milliards de dollars de sortie des fonds d'action européennes, au moment même où les fonds d'action américaines, eux, collectaient à peu près 2 milliards. Donc on voit bien que les flux aujourd'hui quittent l'Europe, et s'ils quittent l'Europe, c'est pas parce qu'il y a eu des déceptions particulières sur l'économie européenne. Au contraire, les chiffres qu'on a eu de croissance du PIB, de consommation étaient plutôt convenables. Mais c'est vraiment que on sent qu'à nouveau, comme à l'époque de la crise grecque, ça repose question sur la durabilité de la construction européenne, sa solidité, etc. Et donc tout ça, effectivement, c'est quelque chose qui pénalise aujourd'hui la valorisation des marchés européens. La deuxième chose, même si les bookmakers parient de plus en plus sur un maintien de l'Union européenne dans l'Union européenne. Plutôt. Mais en tout cas, en attendant, ça peut déjà un peu peser. Et je crois que le deuxième élément qui quand même nous pénalise, c'est que on était nombreux à acheter les actions européennes pour jouer la hausse du dollar. Et donc la valorisation mécanique, on en avait parlé à très nombreuses reprises ici, et on sent bien que ce moteur de la valorisation par la hausse du dollar, il a pour le moins calé pour l'instant. Donc il peut revenir si la Réserve fédérale se réengage dans une politique de hausse des taux plus marquée. Pour l'instant, on sent bien que c'est pas... voilà. Ça, c'est un moteur qui s'est arrêté. Là, pour le coup, clairement, c'était l'un des principaux moteurs de la zone euro. Absolument. Et puis le plus facile, parce que ça se traduisait comptablement, tout de suite, matériellement, sur la valeur des entreprises européennes. Donc là, l'euro ne recule plus, l'euro progresse. On a franchi 1,15 $ il y a quelques jours à des taux de 9 mois. C'est inquiétant, ça, de voir cette dynamique à la hausse de l'euro. C'est une très bonne nouvelle, parce que ça veut dire que les gens ont confiance s'ils achètent de l'euro. Ça veut dire que toutes ces craintes qu'on évoquait, à la fois le Brexit, à la fois l'Espagne, sont déjà intégrées aujourd'hui, et que les gens ont fait leurs calculs. Aujourd'hui, on voit des scénarios qui arrivent sur le Brexit, disant que même si ça arrivait, finalement, sur le plan économique, l'impact serait probablement très faible, et seul le Royaume-Uni en souffrirait. Et sur les élections espagnoles, on s'attend dans le pire des cas à ce que la situation soit stable, et dans le meilleur des cas, qu'il y ait un gouvernement qui sorte. Et donc le fait que l'euro remonte est vraiment un signal de confiance donné par les marchés, qui dit mais finalement tout ça c'est derrière nous, c'est pricé, peut-être un peu plus loin. D'accord, donc plutôt optimiste. Alors quelle allocation? Est-ce qu'il faut privilégier l'Europe? Est-ce qu'il faut privilégier Wall Street qui reste tout proche de ses plus hauts, alors que le pic de croissance est derrière là-bas, contrairement à l'Europe d'ailleurs, qui va peut-être voir son pic de croissance encore dans quelques mois, en tout cas peut-être devant nous. Aux États-Unis c'est l'inverse, et pourtant c'est Wall Street qui est plus haut et qui est à des records. Oui, Wall Street continue à être porté. Nous, on privilégie quand même néanmoins maintenant les actions européennes, parce qu'on a effectivement le sentiment qu'en termes de cycle, Wall Street est déjà peut-être un peu plus loin que nous, Européens, dans l'évolution de ces marchés. On rappelle le PER, la valorisation à Wall Street, on est quasiment à 18, donc largement au-dessus de la moyenne. On est 3% au-dessus de l'Europe, et le fait est que, monsieur disait tout à l'heure, on va s'intéresser aux valeurs de croissance, parce qu'on est dans un monde sans croissance, mais on le voit, ça fait 7-8 ans déjà, nous qu'on est sur les valeurs de croissance, et qu'elles se comportent considérablement mieux que les valeurs dites value, ou que les valeurs... Sauf que là, depuis quelques semaines, on a une revanche des values. On a une petite revanche depuis, en fait, sur le rebond. C'est très très souvent le cas, c'est-à-dire que les valeurs de croissance, elles sont extrêmement défensives souvent, donc quand le marché souffre beaucoup, elles tiennent beaucoup mieux que d'autres. On voyait par exemple le 11 février des LVMH, des L'Oréal qui étaient encore en territoire positif depuis le début de l'année, quand le marché était à moins 15. Donc effectivement, après, dans la phase de rebond, on ne peut pas s'attendre non plus à ce qu'elles reprennent 15. Voilà. Donc
effectivement, il y a cette petite phase de revanche depuis quelques semaines, mais moi je continue à penser que les valeurs de croissance qui depuis des années déjà font très très bien, vont effectivement continuer à faire très bien dans ce monde, et il a monsieur raison de le dire, où la croissance est devenue plus rare, donc plus chère. Une valeur de croissance et une valeur, un groupe qui promet une croissance quelle que soit la conjoncture mondiale, c'est ça? Une croissance voilà, exactement. Je crois qu'il faut contre vents et marées aujourd'hui se concentrer sur les sociétés qui ont mis le client au cœur de leur stratégie, parce que nous sommes passés dans son client. Regardons Amazon, une valeur emblématique dont nous sommes tous devenus clients en quelques années, société qui n'existait pas il y a 20 ans, qui aujourd'hui a des rythmes de croissance qui sont entre 25 et 35%, alors que la société a déjà dépassé 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires et une performance qui était exceptionnelle l'année dernière, plus de 80% de hausse, et la société qui continue de remonter sur ses dernières publications, elle a pris 10%. Et donc, certes, ce sont des valorisations qui sont élevées, mais là encore, les sociétés qui sont vraiment les gagnants de cette révolution digitale sont des sociétés qui ont encore beaucoup à gagner en termes de valorisation. Et je crois que c'est plus tellement le choix de la zone géographique aujourd'hui qui importe, mais vraiment le choix des sociétés qui seront les gagnants de demain, parce qu'en face, les sociétés qui vont rester sur des stratégies produits, des stratégies prix, elles vont disparaître. Et vraiment avec une vitesse aujourd'hui de naissance des sociétés. Amazon, c'est une société qui a 20 ans, qui aujourd'hui fait partie des sociétés gigantesques dans le monde. Ou Google, Alphabet, une société énorme qui n'existait pas il y a 25 ans. Et quand vous investissez dans Google, vous investissez aussi, alors non seulement sur le numérique, mais aussi dans l'automobile, puisque Google se lance dans la voiture autonome, vient de passer un accord avec Fiat. C'est pour ça qu'investir dans l'automobile aujourd'hui n'est plus une question d'allocation géographique, mais une question d'investir dans les constructeurs qui ont fait le bon choix, puisque demain, les constructeurs qui n'auront pas fait le choix du véhicule autonome vont tout simplement disparaître. Le nombre de voitures qui vont être vendues avec ces véhicules autonomes vont être divisé par 10. Et donc il y aura les constructeurs comme BMW qui vraiment, parce qu'ils ont des stratégies clients, sont centrés sur l'évolution du véhicule et le fait qu'on va acheter l'usage du véhicule plutôt que la voiture. Et puis d'autres constructeurs que je ne voudrais pas citer pour ne pas les fâcher un jour férié, qui eux sont encore à vendre des produits avec des campagnes de communication produits et qui eux risquent simplement de disparaître. Quelques Français notamment. Oubliez de les citer. On nous dit aussi que les assureurs devraient a priori pas mal souffrir de la voiture autonome, évidemment. Oui, alors. L'assurance auto va s'effondrer. Imaginez que les véhicules autonomes, c'est 80% d'accidents en moins. Et que pour certains assureurs, l'assurance automobile, c'est au moins 50% de leur chiffre d'affaires. Donc quand vous avez 50% de votre chiffre d'affaires qui baisse de 80%, c'est compliqué. Et surtout quand en face, vous avez Google, qui sait avant le mari que la femme est enceinte. Quand le mari rentre le soir, Google sait déjà que la femme est enceinte et donc lui a déjà proposé un contrat d'assurance vie, une assurance sur le logement, etc. Et donc les assureurs vont se trouver coupés du client s'ils ne font pas attention et ils vont devoir absolument rétablir ce lien avec le client final à travers leur réseau d'agents, de courtiers, et ça c'est un gros travail. C'est vraiment votre dada, le lien de l'entreprise avec le client, parce que vous avez constaté, Jean-Sébastien, que les entreprises qui ont le meilleur retour client affichent aussi parmi les meilleures performances boursières. Il y a un lien direct entre le retour client et la performance boursière. Voilà, tout à fait. Nous travaillons depuis des années sur le lien entre satisfaction client et rentabilité des entreprises. On a lancé un fonds qui a dépassé ses 50, Steamrock, qui surperforme sa catégorie de façon très importante et qui investit sur les leaders en termes de satisfaction client. Et ce qu'on observe avec le temps, c'est que des clients satisfaits sont des clients fidèles, donc un actif client qui a tendance à être plus stable. Un client fidèle va nourrir le bouche à oreille. Ce sont des coûts de marketing en moins pour l'entreprise. Et le coût d'acquisition va baisser. Et puis surtout, le pricing power, un client qui est content, dont l'entreprise répond à ses attentes, va être capable d'acheter un produit sans être regardant sur le prix. Bon, ben voilà une façon originale d'aborder les marchés et de sélectionner des valeurs. Vous allez nous dire lesquelles présentent la meilleure satisfaction client et donc le meilleur potentiel de hausse selon votre façon de voir les marchés. Marc, vous, vos choix de valeurs, de thématiques pour investir. Alors, je trouve que la démarche de Trustim est une démarche intelligente et intéressante. S'intéresser au retour à la satisfaction client. Alors, c'est pas nous chez Vega le driver principal de notre gestion. Vous le savez, puisque nous, notre gestion, c'est plutôt les marques fortes, les brevets, les barrières à l'entrée qui protègent en fait finalement les acteurs et les marges des entreprises. Alors nous aussi, on surperforme très largement. Les deuxièmes. C'est vrai que l'un et l'autre, vous affichez parmi les meilleurs performances des dernières années. Mais je comprends parfaitement, je partage parfaitement cette grille de lecture.
qui est certainement effectivement très intéressante et c'est évidemment une des choses qu'une entreprise doit essentiellement rechercher si elle veut survivre. Dans votre prisme à vous, qui consiste plutôt à privilégier les marques les plus fortes, les valeurs, les entreprises les plus capables de délivrer des brevets face à cette croissance de plus en plus morose, ça nous emmène vers quelle valeur, vers quel titre ça? Ça nous amène toujours vers les traditionnelles valeurs de concession, vers les valeurs... Là, en ce moment, par exemple, on est beaucoup sur la construction, sur des Vinci, sur des FH, sur des valeurs comme ça. Pourquoi? Pour profiter du boom. Pour profiter de la reprise de l'immobilier, de la France, etc. Mais traditionnellement, on a été beaucoup, évidemment, sur des Hermès, sur des Roche, sur des Essilor, sur des Anheuser-Busch, sur des valeurs comme ça. C'est trop cher. Alors, on y est toujours, en fond de portefeuille, et après... en plus de ces valeurs qui ont une vie, un très faible turnover dans nos portefeuilles, on va essayer de prendre aussi quand même les choses qui à un moment donné nous paraissent être sur les 6 mois, 2 ans portées par les cycles. Mais c'est vrai que cette approche est intelligente et de comprendre la satisfaction client parce que ça reste de toute façon, in fine, le client est quand même le juge de paix final du produit. Donc nous on l'aborde effectivement en se disant il va rechercher un sac Hermès parce que il y a derrière ça du prestige, voilà. Donc c'est une autre forme peut-être de mesurer son attachement à l'entreprise. Alors face à cette croissance de plus en plus morose à l'échelle mondiale, vous avez l'un et l'autre deux stratégies complémentaires, on va dire. Et aussi la stratégie du rendement qui peut être intéressante, choisir des valeurs de rendement face à une croissance de plus en plus faible. Vous allez nous dire quelles valeurs présentent les meilleurs rendements. Juste avant, Jean-Sébastien, vous, à travers votre lecture, satisfaction client, c'est quoi les 2-3 valeurs incontournables pour miser sur potentiel de hausse lié à la satisfaction client? Alors, dans les grandes valeurs, il y a 2 sociétés en France qui sont des leaders mondiaux et qui s'appuient sur une culture client extrêmement forte, qui sont des sociétés industrielles dont on n'a pas forcément l'idée de la rattacher au client au premier abord, qui sont Michelin et Air Liquide. Voilà 2 sociétés qui ont repoussé les concurrents extrêmement loin avec une culture client extrêmement forte. C'est ce qui a sauvé Michelin face à l'arrivée des Chinois. Et Air Liquide construit une société depuis des années dans la durée en travaillant justement sur la satisfaction client. Donc le client, c'est pas forcément le consommateur. Non, le client, voilà, une entreprise, c'est un collectif au service du client. Et quand il n'y a plus le client, ça devient une association ou un hobby. Mais toute entreprise a des clients, et d'ailleurs les enquêtes que nous réalisons avec Ipsos, nous les faisons dans tous les secteurs. Aucun secteur n'échappe, sauf peut-être les mines de charbon et les ventes d'armes, où c'est difficile d'aller interroger les clients. Ouais. Après, dans les petites entreprises... Juste sur Air Liquide, la publication a plutôt déçu la semaine dernière d'Air Liquide, pour le coup. Oui. Oui, mais c'est toujours pareil. Il faut regarder au-delà des attentes à court terme, la stratégie de l'entreprise. Et sur des périodes qui sont de quelques trimestres, la société n'a jamais déçu. Elle est partie dans une grosse acquisition, grosse intégration. Et donc, probablement que le management a été un peu mobilisé sur cette acquisition. Mais nous leur faisons une confiance absolue pour se recentrer sur l'essentiel de l'entreprise, le client. Air Liquide et Michelin, donc parmi vos voilà, favoris. Parmi les grosses entreprises, je sais que vous êtes friands de petites entreprises. Oui. Donc, il y a une petite société en France qui est très centrée sur la satisfaction client et qui progresse chaque année, c'est la Compagnie des Alpes, une société qui a mis en place des critères de grande satisfaction client, à la fois au Futuroscope où ils ont réussi à redresser ce parc qui était vraiment en perte de vitesse. Et dans les stations de ski, ils sont en train de mettre en place tout un concept basé sur la satisfaction client, la grande satisfaction, qui leur permet de maintenir un niveau correct malgré un marché qui a plutôt tendance à baisser. Dans les stations de ski, Compagnie des Alpes gère notamment les remonts de pente. Donc voilà, en haut du remont de pente, il y a un livre d'or où on dit qu'on est content du remont de pente. Enfin, comment ça se passe la satisfaction client sur le remont de pente? Le fait que vous ne fassiez plus la queue pour acheter votre forfait, le fait qu'il y ait des forfaits famille qui soient moins chers. Voilà, le fait de travailler, c'est très important, avec les stations pour qu'il y ait plus de lits, plus de capacité d'accueil, qu'il y ait ils ont mis en place par exemple des luges d'été et luges d'hiver dans pas mal de stations, qui permet à la famille, à la personne de la famille qui ne fait pas de ski, d'avoir quand même quelque chose. Ils sont à l'écoute des clients et ils adaptent ça sur la partie loisirs d'été, les parcs, le parc Astérix, le Futuroscope et autres, avec là aussi un redressement très important grâce à cette satisfaction client, donc une société qui reste sur des niveaux de valorisation pour le coup là très intéressants. Et puis on parle de transformation du monde, il y a une grande tendance et nouvelle pour les villes, dans l'urbanisme, c'est l'arrivée des téléphériques en milieu urbain, dont Compagnie des Alpes essaie aussi de profiter. Oui, alors pour l'instant c'est plus la cerise sur le gâteau, peut-être que ça apportera quelque chose un jour, mais on en voit de plus en plus
plus à l'étranger. Voilà, ça arrive. En milieu urbain, ça monte. On ne le voit pas en France, mais dans le monde, ça monte. On parlait de rendement, on arrive dans la période des détachements de dividendes. Le rendement, ça peut être une bonne façon aussi d'investir en bourse sans trop se faire d'illusions sur la croissance mondiale. C'est évidemment dans un monde de taux très bas et de rendement très bas. Cette thématique du dividende, elle est intellectuellement très attractive. Parce qu'on peut se dire, les produits de taux me rapportent plus rien. Donc une entreprise qui a un coupon de 3, 4, 5, 6%, ma foi, au moins, si elle ne s'effondre pas boursièrement, ça a un intérêt. Je pense qu'il faut que ça reste, pour moi, je l'ai souvent dit, mais un critère parmi d'autres dans la sélection d'une valeur. On ne peut pas acheter une valeur uniquement parce qu'elle paye un gros dividende, c'est un piège. C'est-à-dire que si c'est une valeur qui, justement, n'a pas de croissance et qui est en train de distribuer son cash pour garder ses actionnaires, on l'a vu dans de très nombreux secteurs dans le passé, les banques ont joué à ça, la téléphonie a joué à ça, etc. Ça finit en général pas très bien. Donc oui, pour des valeurs qui sont des vaches à lait, qui produisent déjà... qui affiche de la croissance et du... Mais voilà, pour moi, il faut qu'il y ait les deux. Voilà. Et je préfère un coupon un peu plus petit sur une valeur dont l'activité se développe bien, ou la boîte se développe bien. Voilà, donc c'est un critère parmi d'autres. Nexity, par exemple, bon rendement, Nexity, valeur de croissance. Parfait, voilà, très belle thématique. En plus, l'immobilier redémarre, donc c'est tout à fait un bon exemple de valeur qui rejoint les deux critères. Jean-Sébastien ? Oui, je voudrais ajouter quelque chose sur le rendement. Comme le dit très justement Jeff Bezos, le patron d'Amazon, sur le long terme, l'intérêt de l'actionnaire et du client se rejoignent. Et donc, c'est intéressant aujourd'hui de regarder justement les sociétés qui taillent dans le coupon pour investir sur le client. Et celles qui ne le font pas, certaines sociétés, je pense à Accor par exemple, qui est une société qui est coincée entre Booking d'un côté et TripAdvisor de l'autre, devrait investir beaucoup pour se sortir de cette tenaille et peut-être sacrifier son dividende. C'est dit. Merci messieurs pour ce face-à-face. Jean-Sébastien Bellet, Trust Team Finance et Marc Riès pour Vega IM. Bon retour, bon jeudi de l'ascension, le CAC 40 qui ne fait pas le pont, qui progresse aujourd'hui de 0,47%. Une valeur de croissance et une valeur, un groupe qui promet une croissance quelle que soit la conjoncture mondiale, c'est ça? Une croissance voilà, exactement. Je crois qu'il faut aujourd'hui se concentrer sur les sociétés qui ont mis le client au cœur de leur stratégie parce que nous sommes passés dans son monde client. Regardons Amazon, une valeur emblématique dont nous sommes tous devenus clients en quelques années, société qui n'existait pas il y a 20 ans, qui aujourd'hui a des rythmes de croissance qui sont entre 25 et 35%, alors que la société a déjà dépassé 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires et une performance qui était exceptionnelle l'année dernière, plus de 80% de hausse, et la société qui continue de remonter sur ses dernières publications, elle a pris 10%. Et donc, certes, ce sont des valorisations qui sont élevées, mais là encore, les sociétés qui sont vraiment les gagnants de cette révolution digitale sont des sociétés qui ont encore beaucoup à gagner en termes de valorisation. Et je crois que c'est plus tellement le choix de la zone géographique aujourd'hui qui importe, mais vraiment le choix des sociétés qui seront les gagnants de demain, parce qu'en face, les sociétés qui vont rester sur des stratégies produits, des stratégies prix, elles vont disparaître. Et vraiment avec une vitesse aujourd'hui de naissance des sociétés. Amazon, c'est une société qui a 20 ans, qui aujourd'hui fait partie des sociétés gigantesques dans le monde. Ou Google, Alphabet, une société énorme qui n'existait pas il y a 25 ans. Et quand vous investissez dans Google, vous investissez aussi, alors non seulement sur le numérique, mais aussi dans l'automobile, puisque Google se lance dans la voiture autonome, vient de passer un accord avec Fiat. C'est pour ça qu'investir dans l'automobile aujourd'hui n'est plus une question d'allocation géographique, mais une question d'investir dans les constructeurs qui ont fait le bon choix, puisque demain, les constructeurs qui n'auront pas fait le choix du véhicule autonome vont tout simplement disparaître. Le nombre de voitures qui vont être vendues avec ces véhicules autonomes vont être divisé par 10. Et donc il y aura les constructeurs comme BMW qui vraiment, parce qu'ils ont des stratégies clients, sont centrés sur l'évolution du véhicule et le fait qu'on va acheter l'usage du véhicule plutôt que la voiture. Et puis d'autres constructeurs que je ne voudrais pas citer pour ne pas les fâcher un jour férié, qui eux sont encore à vendre des produits avec des campagnes de communication produits et qui eux risquent simplement de disparaître. Quelques Français notamment. Oubliez de les citer. On nous dit aussi que les assureurs devraient a priori pas mal souffrir de la voiture autonome, évidemment. Oui, alors. L'assurance auto va s'effondrer. Imaginez que les véhicules autonomes, c'est 80% d'accidents en moins. Et que pour certains assureurs, l'assurance automobile, c'est au moins 50% de leur chiffre d'affaires. Donc quand vous avez 50% de votre chiffre d'affaires qui baisse de 80%, c'est compliqué. Et surtout quand en face, vous avez Google, qui sait avant le mari que la femme est enceinte. Quand le mari rentre le soir, Google sait déjà que la femme est enceinte et donc lui a déjà proposé un contrat d'assurance vie, une assurance sur le logement, etc. Et donc les assureurs vont se trouver coupés du client s'ils ne font pas attention et ils vont devoir absolument rétablir ce lien
avec le client final à travers leur réseau d'agents, de courtiers. Et ça, c'est un gros travail. C'est vraiment votre dada, hein, le lien de l'entreprise avec le client, parce que vous avez constaté, Jean-Sébastien, que les entreprises qui ont le meilleur retour client affichent aussi parmi les meilleures performances boursières. Il y a un lien direct entre le retour client et la performance boursière. Voilà, tout à fait. Nous travaillons depuis des années sur le lien entre satisfaction client et rentabilité des entreprises. On a lancé un fonds qui a dépassé ses 50, Steam Rock, qui surperforme sa catégorie de façon très importante et qui investit sur les leaders en termes de satisfaction client. Et ce qu'on observe avec le temps, c'est que des clients satisfaits sont des clients fidèles, donc un actif client qui a tendance à être plus stable. Un client fidèle va nourrir le bouche à oreille. Ce sont des coûts de marketing en moins pour l'entreprise. Et le coût d'acquisition va baisser. Et puis surtout, le pricing power, un client qui est content, dont l'entreprise répond à ses attentes, va être capable d'acheter un produit sans être regardant sur le prix. Bon, ben voilà une façon originale d'aborder les marchés et de sélectionner des valeurs. Vous allez nous dire lesquelles présentent la meilleure satisfaction client et donc le meilleur potentiel de hausse selon votre façon de voir les marchés. Marc, vos choix de valeurs, de thématiques pour investir. Alors, je trouve que la démarche de Trust Team est une démarche intelligente et intéressante. S'intéresser au retour à la satisfaction client. Alors, c'est pas nous chez Vega le driver principal de notre gestion. Vous le savez, puisque nous, notre gestion, c'est plutôt les marques fortes, les brevets, les barrières à l'entrée qui protègent en fait finalement les acteurs et les marges des entreprises. Alors nous aussi, on surperforme très largement. Les deuxièmes. C'est vrai que l'un et l'autre, vous affichez parmi les meilleurs performances des dernières années. Mais je comprends parfaitement, je partage parfaitement cette grille de lecture. Qui est certainement effectivement très intéressante et c'est évidemment une des choses qu'une entreprise doit essentiellement rechercher si elle veut survivre. Dans votre prisme à vous, qui consiste plutôt à privilégier les marques les plus fortes, les valeurs, les entreprises les plus capables de délivrer des brevets face à cette croissance de plus en plus morose, ça nous emmène vers quelle valeur, vers quel titre ça? Ça nous amène toujours vers les traditionnelles valeurs de concession, vers les valeurs... Là, en ce moment, par exemple, on est beaucoup sur la construction, sur des Vinci, sur des FH, sur des valeurs comme ça. Pourquoi? Pour profiter du boom. Pour profiter de la reprise de l'immobilier, de la France, etc. Mais traditionnellement, on a été beaucoup évidemment sur des Hermès, sur des Roche, sur des Essilor, sur des Anheuser-Busch, sur des valeurs comme ça. C'est trop cher. Alors on y est toujours en fond de portefeuille et après. En plus de ces valeurs qui ont une vie, un très faible turnover dans nos portefeuilles, on va essayer de prendre aussi quand même les choses qui à un moment donné nous paraissent être sur les 6 mois, 2 ans portées par les cycles. Mais c'est vrai que cette approche est intelligente et de comprendre la satisfaction client parce que ça reste de toute façon, in fine, le client est quand même le juge de paix final du produit. Donc nous on l'aborde effectivement en se disant il va rechercher un sac Hermès parce que il y a derrière ça du prestige. Voilà. Donc c'est une autre forme peut-être de mesurer son attachement à l'entreprise. Alors face à cette croissance de plus en plus morose à l'échelle mondiale, vous avez l'un et l'autre deux stratégies complémentaires, on va dire. Et aussi la stratégie du rendement qui peut être intéressante, choisir des valeurs de rendement face à une croissance de plus en plus faible. Vous allez nous dire quelles valeurs présentent les meilleurs rendements. Juste avant, Jean-Sébastien, vous, à travers votre lecture, satisfaction client. C'est quoi les 2-3 valeurs incontournables pour miser sur potentiel de hausse lié à la satisfaction client? Alors, dans les grandes valeurs, il y a 2 sociétés en France qui sont des leaders mondiaux et qui s'appuient sur une culture client extrêmement forte, qui sont des sociétés industrielles dont on n'a pas forcément l'idée de la rattacher au client au premier abord, qui sont Michelin et Air Liquide. Voilà 2 sociétés qui ont repoussé les concurrents extrêmement loin avec une culture client extrêmement forte. C'est ce qui a sauvé Michelin face à l'arrivée des Chinois. Et Air Liquide construit une société depuis des années dans la durée en travaillant justement sur la satisfaction client. Donc le client, c'est pas forcément le consommateur. Non, le client, voilà, une entreprise, c'est un collectif au service du client. Et quand il n'y a plus le client, ça devient une association ou un hobby. Mais toute entreprise a des clients, et d'ailleurs les enquêtes que nous réalisons avec Ipsos, nous les faisons dans tous les secteurs. Aucun secteur n'échappe, sauf peut-être les mines de charbon et les ventes d'armes, où c'est difficile d'aller interroger les clients. Ouais. Après, dans les petites entreprises... Juste sur Air Liquide, la publication a plutôt déçu la semaine dernière d'Air Liquide, pour le coup. Oui.
Oui, mais c'est toujours pareil. Il faut regarder au-delà des attentes à court terme, la stratégie de l'entreprise. Et sur des périodes qui sont de quelques trimestres, la société n'a jamais déçu. Elle est partie dans une grosse acquisition, grosse intégration. Et donc, probablement que le management a été un peu mobilisé sur cette acquisition. Mais nous leur faisons une confiance absolue pour se recentrer sur l'essentiel de l'entreprise, le client. Air Liquide et Michelin, donc parmi vos voilà, favoris. parmi les grosses entreprises, ouais. Je sais que vous êtes friand de petites entreprises. Oui. Donc, il y a une petite société en France qui est très centrée sur la satisfaction client et qui progresse chaque année, c'est la Compagnie des Alpes, une société qui a mis en place des critères de grande satisfaction client, à la fois au Futuroscope où ils ont réussi à redresser ce parc qui était vraiment en perte de vitesse. Et dans les stations de ski, ils sont en train de mettre en place tout un concept basé sur la satisfaction client, la grande satisfaction, qui leur permet de maintenir un niveau correct malgré un marché qui a plutôt tendance à baisser. Dans les stations de ski, Compagnie des Alpes gère notamment les remonts de pente. Donc voilà, en haut du remont de pente, il y a un livre d'or où on dit qu'on est content du remont de pente. Enfin, comment ça se passe la satisfaction client sur le remont de pente ? Le fait que vous ne fassiez plus la queue pour acheter votre forfait, le fait qu'il y ait des forfaits famille qui soient moins chers. Voilà, le fait de travailler, c'est très important, avec les stations pour qu'il y ait plus de lits, plus de capacité d'accueil, ouais. Qu'il y ait ils ont mis en place par exemple des luges d'été et luges d'hiver dans pas mal de stations, qui permet à la famille, à la personne de la famille qui ne fait pas de ski, d'avoir quand même quelque chose. Ils sont à l'écoute des clients et ils adaptent ça sur la partie loisirs d'été, les parcs, le parc Astérix, le Futuroscope et autres, avec là aussi un redressement très important grâce à cette satisfaction client, donc une société qui reste sur des niveaux de valorisation pour le coup là très intéressants. Et puis on parle de transformation du monde, il y a une grande tendance et nouvelle pour les villes, dans l'urbanisme, c'est l'arrivée des téléphériques en milieu urbain, dont Compagnie des Alpes essaie aussi de profiter. Oui, alors pour l'instant c'est plus la cerise sur le gâteau, peut-être que ça apportera quelque chose un jour, mais on en voit de plus en plus à l'étranger. Voilà, ça arrive en milieu urbain, ça monte. On ne le voit pas en France, mais dans le monde, ça monte. On parlait de rendement, on arrive dans la période des détachements de dividendes. Le rendement, ça peut être une bonne façon aussi d'investir en bourse sans trop se faire d'illusions sur la croissance mondiale. C'est évidemment dans un monde de taux très bas et de rendement très bas. Cette thématique du dividende, elle est intellectuellement très attractive. Parce qu'on peut se dire, les produits de taux me rapportent plus rien. Donc une entreprise qui a un coupon de 3, 4, 5, 6%, ma foi, au moins, si elle ne s'effondre pas boursièrement, ça a un intérêt. Je pense qu'il faut que ça reste, pour moi, je l'ai souvent dit, mais un critère parmi d'autres dans la sélection d'une valeur. On ne peut pas acheter une valeur uniquement parce qu'elle paye un gros dividende, c'est un piège. C'est-à-dire que si c'est une valeur qui, justement, n'a pas de croissance et qui est en train de distribuer son cash pour garder ses actionnaires, on l'a vu dans de très nombreux secteurs dans le passé, les banques ont joué à ça, la téléphonie a joué à ça, etc. Ça finit en général pas très bien. Donc oui, pour des valeurs qui sont des vaches à lait, qui produisent déjà... qui affiche de la croissance et du... Mais voilà, pour moi, il faut qu'il y ait les deux. Voilà. Et je préfère un coupon un peu plus petit sur une valeur dont l'activité se développe bien, ou la boîte se développe bien. Voilà, donc c'est un critère parmi d'autres. Nexity, par exemple, bon rendement, Nexity, valeur de croissance. Parfait, voilà, très belle thématique. En plus, l'immobilier redémarre, donc c'est tout à fait un bon exemple de valeur qui rejoint les deux critères. Jean-Sébastien ? Oui, je voudrais ajouter quelque chose sur le rendement. Comme le dit très justement Jeff Bezos, le patron d'Amazon, sur le long terme, l'intérêt de l'actionnaire et du client se rejoignent. Et donc, c'est intéressant aujourd'hui de regarder justement les sociétés qui taillent dans le coupon pour investir sur le client. Et celles qui ne le font pas, certaines sociétés, je pense à Accor par exemple, qui est une société qui est coincée entre Booking d'un côté et TripAdvisor de l'autre, devrait investir beaucoup pour se sortir de cette tenaille et peut-être sacrifier son dividende. C'est dit. Merci messieurs pour ce face-à-face. Jean-Sébastien Bellet, Trust Team Finance et Marc Riès pour Vega IM. Bon retour, bon jeudi de l'ascension, le CAC 40 qui ne fait pas le pont, qui progresse aujourd'hui de 0,47%.